Pour quelle raison j'ai proposé ce thème, les contes et le temps des contes, comme moment fondateur dans les transmissions, je serais tenté de dire essentielles, entre parents et enfants, grands-parents, petits-enfants. Pour quelle raison ce sujet me tient à cœur? Et après, si je le définis, pourquoi il me tient à cœur, ben, vous pourrez vous poser la question, en quoi ça vous tient à cœur d'être venu à cette soirée. Moi, je suis né dans une famille de meuniers par mon père, de paysans par ma mère, en Bretagne. Et on ne m'a pas raconté ni de contes, ni de mythes, ni d'histoire d'ailleurs, pour une raison essentielle, et j'ai mis longtemps à le comprendre, parce que les Bretons sont depuis fort longtemps un peuple de vaincus, vaincus dans leur langue, vaincus dans leur manière de vivre, vaincus militairement, et un pays qui a eu du mal à se développer économiquement, et du coup beaucoup de migrants. Les Bretons ont migré à travers le monde, mais ceux qui sont restés en Bretagne ont subi quelque chose que les sociologues connaissent bien, qui est le phénomène d'acculturation. C'est-à-dire les valeurs qui permettent de se reconnaître, de se projeter dans le futur, dans la même lignée que les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, dans un sentiment de cohérence et d'honneur, eh bien là, il n'y a que des échecs dans l'histoire. Alors, l'arrogance des Bretons, ou les colères des Bretons, etc., ou les Bretons têtus, ce n'est jamais que la partie extérieure, l'espèce, quelque chose qui dépasse sous forme d'arrogance, pour montrer qu'on a perdu nos fondements et le sens d'une cohérence à vivre ensemble. C'est ainsi, le prix à payer de l'autre côté, c'est l'alcoolisme et aussi les chanteurs, enfin l'alcoolisme, les poètes, les artistes. Et puis la troisième donnée, c'est la réussite universitaire, la réussite dans les affaires. Et ça, il y a ils sont nombreux les Bretons pour ça. Mais on s'est aperçu que c'est dans les mêmes communes, là où il y avait le plus d'alcoolisme, qu'il y avait aussi le plus de diplômés et le plus de chanteurs, de danseurs, de joueurs de biniou et autres. Donc, dans les mêmes endroits, c'est-à-dire qu'il y a un terreau d'insécurité qui fait qu'en fonction de sa place, eh bien, chacun trouve une place, une cohérence à sa mesure, mais dans cette acculturation. Donc finalement, dans certaines familles, il y a un alcoolique, un joueur de biniou, et puis un chef d'entreprise. Voilà. C'est pour parler de manière très, très, très concrète. Et d'une de mes grand-mères, j'ai entendu un conte, qui n'était pas un conte, c'était une devinette. Si je vous la raconte en français, vous allez voir, ça fait complètement plat. C'est 4 pelletés debout, un banc et un balai. Je le traduis en français mot à mot. Mais si je vous le dis en breton, peut-être que vous allez entendre une musique autrement. Parce que tout d'un coup, j'imagine que vous allez entendre quelque chose de la musicalité de la voix de ma grand-mère qui ne parlait pas français et qui nous disait « Pior Paul Fang, la chevalène gerbang ». C'est pas la même chose. Pior Paul Fang, 4 pelletés debout, la chevalène gerbang. Un banc, un balai et un banc. Oui, c'est pas la même chose, vous l'entendez. Alors, je l'ai retenue. Et puis, elle nous laissait avec la question. Elle nous disait, ah, hein? Puis 2 jours, 3 jours. Pior Paul Fang, chevalène gerbang. Voilà. Et dans cette
dans ce petit morceau de conte qui est une devinette, mais porté par ma grand-mère qui elle-même l'avait entendu, il y a comme une poésie qui s'est installée. Et cette poésie, elle se traduit dans ma vie. Si je vous dis en breton, si je dis à quelqu'un « Ah, Tcherdogir à Cordor-Brema », c'est « foutez le camp à la maison, vous me faites chier » en français. Cordor-Brema, Tcherdogir, hein? Tu m'emmerdes, entre à la maison. Si je le dis en breton, mais c'est chantant. Ouais. Si je dis à quelqu'un « fous le camp, rentre chez toi », tu me fais chier. Ça m'écorche ici. Donc la personne ne va pas entendre que je défends mon territoire de manière honorante et qu'à la limite, ben, tu me casses les couilles et puis rentre chez toi. Enfin bon, ben, ça va, t'es bourré ou je sais pas. Si je le dis en français, c'est vraiment du taf, c'est lourd. Alors que si je le dis en breton, ouais, corde, Tcherdogir. Je peux le dire même en colère, il y a quelque chose d'affectueux qui reste. Alors, ça c'est au niveau des pertes. Et à un moment donné dans ma vie, enfin à un moment donné, ces dernières années, c'est poser la question, j'ai constaté d'abord, parce que j'ai été médecin pendant 15 ans, j'ai fait des études, je suis dans le cas de ceux qui ont fait des études, réussite universitaire remarquable. Pas à ce moment-là, pas au moment des études, c'est plus après. Donc, je fais des études. Pour un fils de paysan, devenir docteur en médecine, c'est une vraie réussite. Puis en même temps, le jour où j'ai eu mes diplômes et que je pouvais dire, je pouvais m'installer comme médecin, j'avais entendu parler d'un psychanalyste et là, allô, il y a urgence. Hein. Il y a urgence dans les identités, dans les enracinements, dans l'autorité, pour se positionner socialement dans un poste de responsabilité. Médecin, réparer les gens qui étaient régulièrement malades et qui ne se posaient aucune question sur leur existence. À un moment donné, au bout de 15 ans, j'ai dit c'est bon là, c'est bon. J'avais l'impression de faire payer tous ceux qui montaient avec la maladie. Hein. Il y en a qui montent avec des dames de compagnie. Moi, je faisais payer ceux qui montaient avec la maladie. Ça s'appelle une consultation. Les gens étaient très contents de mon travail. Mais moi, je n'étais plus content. J'avais déjà fait une formation de thérapeute et là, j'ai quitté le travail de médecin. Je suis devenu psychothérapeute. Je suis uniquement psychothérapeute depuis 21 ans. Ça doit faire 25 ans que je travaille aussi comme psychothérapeute. J'ai développé des talents pour écouter les personnes dans leur souffrance, afin de leur donner qu'elles sentent qu'elles sont entendues. Et puis, j'ai eu du goût à les accompagner les personnes qui viennent me voir ou qui viennent se mettre en travail avec moi, à les accompagner afin qu'elles retrouvent un sens de leur cohérence personnelle en fonction de leur nature, en fonction de l'environnement dans lequel elles sont. Elles ne veulent pas y aller, mais à un moment donné sentent qu'elles n'ont pas le choix si elles veulent trouver leur cohérence intérieure. Ça ne peut être que long, ça dure longtemps, mais en même temps, c'est pour moi source de satisfaction. J'ai le sentiment d'être en cohérence. Mais depuis quelques années, je me dis merde, mais il y a tellement de gens en souffrance. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Et en observant, un jour, il y a quelqu'un qui me dit, qui nous dit, on était plusieurs, que nous avons, en termes de quantité d'énergie et de moyens au service de notre existence, de nos existences personnelles, même si on est pratiquement, on va dire, salarié et qu'on gagne un petit peu plus que le SMIC, voire déjà au SMIC, on a autant de moyens à notre disposition pas les ministres de Louis XIV, mais les secrétaires d'État de Louis XIV. C'est-à-dire, vraiment, les gens... Mais alors, ces gens-là étaient des nobles.
il prenait des responsabilités, exerçait des responsabilités importantes. Nous avons à notre disposition autant de moyens, et pourtant, la personne semble être en non-cohérence intérieure, d'où les plaintes multiples. Et puis, les revendications autour des avantages acquis, etc. etc. Je sais où mon vieux corps sera enterré le jour où ce sera terminé, enfin si c'est organisable, je sais comment ça va se terminer. Donc la question des avantages acquis, bon. Mais c'est toute une philosophie de comment ça se fait qu'on ne peut pas s'interroger sur sa vie. Et là, c'est un ouvrage de Jean-Pierre Vernant. Je l'avais depuis très longtemps. Jean-Pierre Vernant, est-ce que quelqu'un connaît? Jean-Pierre Vernant est un helléniste qui s'est passionné pour et puis il travaillait au Collège de France, au CNRS, je ne m'en rappelle plus où. Il est mort il y a quelques années. Et dans cet ouvrage, qui s'appelle L'univers, les dieux et les hommes, Jean-Pierre Vernant raconte qu'à un moment donné, il a son petit-fils avec lui en vacances. Et son petit-fils, il a pris l'habitude de raconter un mythe grec à son petit-fils. Et arrivé le soir, le petit-fils l'appelle « Hé, JP, JP, c'est le moment de l'histoire !» Et Jean-Pierre Vernant de raconter qu'il était enchanté de consacrer un temps à son petit-fils tous les soirs autour de lui raconter un mythe. Voilà comment la curiosité m'est venue. Et cette manière de l'enfant demande à son grand-père, l'enfant est en curiosité. Voilà. Et si, dans le cœur de message que j'aimerais partager avec vous, c'est comment faire que nous autres adultes, nouveaux riches qui avons beaucoup de moyens à notre disposition, mais qui avons peut-être des... Je ne parle pas de vous, mais j'ai tendance à généraliser mon cas pour ne pas avoir le sentiment d'être tout seul, d'avoir le sentiment d'avoir des pieds d'argile, c'est-à-dire que les fondements de mon positionnement dans l'humanité parmi mes congénères, ça ne va pas de soi. Et quand j'échange avec des enseignants, par exemple, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus nabos que moi. Moi, j'ai dit que j'ai le pied d'argile, mais puis là, je suis en train de les traiter de nabos. Enfin bon, il y a comme une cohérence qui manque sur comment faire, comment regarder que l'enfant est une personne et comment prendre en considération que nous autres, quand nous sommes avec un enfant, nous sommes une personne. Comment nous ne sommes pas dévoués, nous ne sommes pas au service de l'enfant, mais que nous sommes au service de nous-mêmes, et dans le service, en étant au service de nous-mêmes, nous avons une position de parent dans laquelle il y a l'enfant. Oui, c'est bon? C'est clair ou vous voulez que je le redise? Hein? C'est bon? Il y a quelque chose qui est central, c'est de nous positionner en tant que personne, responsable de son existence. Il contient tout ce qu'il y a dans l'existence. Il y a une partie de moi, mais seulement une partie qui est parent, et dans cette dimension-là, l'enfant est à sa place d'enfant, et moi je suis à ma place de parent, mais ce n'est qu'une partie de mon existence. Alors comment témoigner de ça, et comment faire quelle nourriture mettre en avant de telle manière que je donne une nourriture à l'enfant pour que l'enfant sente qu'il est une personne et qu'il a à élaborer à partir de lui-même. Et c'est là la différence fondamentale entre une histoire pour enfants et un conte ou un mythe fondateur d'une société. Dans une histoire, la plupart du temps, il y a un début prévisible, une histoire plutôt linéaire, même s'il y a de la matière à imaginer, et puis souvent une conclusion avec une forme de happy end, un peu moralisatrice, ou un peu il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, enfin, et où en tant qu'adulte, si on a
n'accède pas à l'immense complexité de la vie, ou n'accepte pas, ou bien on n'a pas été initié à ça, ouvert à ça, eh bien on est content de raconter cette histoire, et l'enfant est content qu'on lui raconte une histoire. Or, les contes commencent toujours par « il était une fois ». Et Clarissa Piccola Estés raconte, moi je n'ai pas lu de conte comme ça, mais elle dit que certains contes commencent par « il était une fois » et une fois il n'était pas. Juste pour situer que l'histoire, elle ne se situe pas à l'espace du possible, elle ne se situe pas dans la maison des voisins, elle ne se situe pas dans la cour de l'école, elle se situe dans un ailleurs qui n'est pas donné. Et d'emblée, voilà. Et donc, enfin d'abord, les contes nous viennent des temps, presque tous, des temps d'avant l'écriture de l'humanité. Avant que nous autres humains, on ait inventé l'écriture pour transmettre. Et à ce moment-là, les contes et les histoires, les mythes, étaient transmis par la tradition orale, et les personnes qui les transmettaient les apprenaient par cœur. Les apprenaient par cœur. Ça, c'est un élément central. Vous apprendre le sens, excusez, le sens par cœur, mais les mots au mot à mot, je comprends pas. Si le Ramayana, par exemple, était chanté en Inde, et je crois que c'était 8 jours de chant. Et pour justement que on ne le change pas, il était chanté, c'était un poème chanté avec une musicalité. Et donc rien n'était perdu, parce que s'il y avait un morceau qui était oublié par quelqu'un, il disait tiens j'ai perdu un morceau là, etc. Il le retrouvait. Maintenant au niveau du conte, ce qui est important, c'est qu'il y avait le corps. Et après ça, chacun brodait parce qu'il le connaissait. Il le connaissait par cœur, et à ce moment-là, il le brodait, il l'adaptait à l'auditoire qui était là. Voilà. Et dans cette adaptation-là, le conte, ce n'est pas une lecture. Voilà. C'est un moment privilégié entre celui qui dit et celui qui écoute. Celui qui raconte et celui qui écoute. Tu m'as posé une question, tout d'un coup. Je me suis mis à te regarder, et là, les autres peuvent avoir le sentiment d'être oubliés, mais sentent en même temps qu'on a changé de monde, tous les deux. Voilà, on est parti dans quelque chose. Alors, quelque chose de la magie que nos anciens avaient observé, c'est que cette magie-là, elle opérait à l'heure du conte. Parce qu'il y avait une ouverture dans la proposition du conte. Et les chercheurs en neurosciences, depuis 30 ans, ont observé qu'il y a une dimension de notre cerveau, une dimension particulière qui s'appelle la plasticité cérébrale, qui fait que notre cerveau se développe si on le sollicite. Si on ne le sollicite pas, il ne se développe pas. Il se développe dans des histoires, on va dire, carrées, 1 plus 1 égale 2. Or, dans mon expérience de petit paysan, 1 plus 1, ça ne fait jamais 2. Une salade plus une carotte, ça fait une partie de repas. Ouais, ça fait une partie de repas. On peut dire que ça fait 2 légumes et que je chipote. Oui, mais à un niveau, ça ne fait qu'un élément, ça fait un élément de repas. C'est juste important de regarder que dans l'existence, 1 et 1, ça fait rarement 2. 1 et 1, ça fait 3, souvent. Et juste... il y a le temps, alors les neurosciences, les neuroscientifiques, dans leur observation, ont découvert qu'il y avait cette plasticité cérébrale, et plus on est sollicité à élaborer, plus nous avons les capacités d'élaborer. Et cette plasticité cérébrale, elle se met en place dans l'enfance, beaucoup plus dans l'enfance, mais en même temps c'est quelque chose qui reste comme potentialité chez nous autres pratiquement
durant toute notre vie, ce qui fait que, même pour Alzheimer, par rapport à la maladie d'Alzheimer, plus les sollicitations sont grandes, plus les circuits restent fonctionnels, etc. etc. Donc nous sommes des personnes qui devenons de plus en plus vivantes au fur et à mesure que nous sommes stimulés. Hein? Ce qui fait que quand nous sommes limités dans nos points de vue, on arrête de travailler et on ne veut rien faire. Et c'est ce qu'on appelle vacances. Ouais. Moi j'ai de la chance. Je fais un travail que je trouve intéressant. Et l'âge de la retraite, enfin bon, c'est quoi cette connerie? J'ai pas envie d'être retraité. Oui. Le retraitement des eaux, vous savez, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Donc il y a quelque chose là qui est intéressant en termes de cette plasticité cérébrale. Notre cerveau ne se développe pas de manière linéaire. Donc si on lui donne, si on nous donne, lorsque l'on est enfant, une stimulation, voilà, il apprend à élaborer. Voilà. Donc ça, on est dans les sciences dures de notre époque quand même. Et on rejoint quelque chose. Les chercheurs en sciences humaines parlent de ce qui se passe là, qui se passait entre nous. Quel est ton prénom? Gilbert. Gilbert. Ce qui se passait entre Gilbert et moi. Et puis, c'est pas de moi par rapport à Gilbert. Parce que la manière dont Gilbert me regarde suscite mon intérêt, mes gestes, mon attitude corporelle, etc., etc. Et la manière dont Gilbert me regarde et du coup m'écoute fait que, voilà, c'est facile d'être avec Gilbert. Ouais. Eh bien, à la suite de d'autres, on appelle ça l'accordage. Et quand il y a accordage, il y a un sentiment d'existence, d'exister pour l'autre. C'est pas discutable. Est-ce que tu m'aimes? Non-sens. Est-ce que tu m'écoutes, Gilbert? Non-sens. Ouais. Je regarde Gilbert, je sais qu'il m'écoute, je sais qu'il est attentionné. La question ne se pose pas, j'ai la réponse. Accordage. Ouais. Et ça tend à donner une confiance en soi. Alors, lorsque ça se passe de parent à enfant, il y a quelque chose de central qui se dit, c'est « je te reconnais comme un être ». Comme une personne. Je te raconte une histoire, tu vas avoir plein de questions à propos de cette histoire. Tu vas vivre avec ces questions. Et la magie des contes racontés parle à l'enfant et le même conte va être entendu d'une manière à 3 ans, 4 ans, d'une autre manière à 6, 7 ans, d'une autre manière encore à 8, 9 ans, d'une autre manière encore quand la puberté arrive à 11, 12 ans, 14, 15 ans, et peut-être que la même histoire on va se dire à 30 ans ou à 45 ans en disant « mais bien sûr, c'est évident, oh, j'avais même jamais pensé. Ouais. » Et donc, le conte, dont on connaîtra la musique, dont on connaîtra les mots, dont on connaîtra les enchaînements, seront un support qui nous amène à élaborer à propos de notre place et de comprendre un peu comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les autres. Ah, le petit chaperon rouge. Je ne l'ai même pas retrouvé pour le relire tout à l'heure. J'ai plein de choses sur l'analyse du petit chaperon rouge, mais je n'avais pas l'histoire. Donc je vous le dis comme tel, autrement je vous l'aurais lu. Mais d'une certaine manière, l'histoire, la trame de l'histoire, c'est « Il était une fois une gentille fille, et sa grand-mère l'aimait beaucoup. Et la grand-mère, pour signifier qu'elle l'aimait beaucoup, lui avait fait un chapeau rouge. Et ce chapeau lui allait si bien que tout le monde appelait cette petite fille le petit chaperon rouge. Un jour, que sa maman avait fait des galettes,
et la maman savait que sa propre maman, que grand-mère, était malade, dit à sa fille, petit chaperon rouge, ce serait bien que tu amènes des crêpes à Mère Grand. L'enfant, satisfaite de la sollicitation de sa maman, qu'on lui donne la responsabilité, est enchantée et s'en va. Il y a un bois à traverser. Et puis il y a deux routes. Il y a une route directe. Et puis, il y a un sentier qui court un peu le long de la rivière qui est plus long. Il y a des bûcherons, il y a un loup, etc., etc. Il était une fois. Alors, quand nous, on est là en tant qu'adultes, à ça, vous pouvez toujours dire, bon, il raconte bien ou il raconte pas bien, etc. Mais si vous le racontez à un enfant qui l'entend pour la première fois ou pour la 50e fois, mais c'est peut-être pas le même adulte, ou bien ça fait 5 ans que vous ne l'avez pas raconté, il va se mettre à entendre autre chose, une nuance. Ce qu'il va d'abord entendre, c'est que vous êtes attentif à lui. Moi, je vois que vous êtes là dans ma main. Oui, quelques-uns d'entre vous, là, vous êtes là. Vous êtes attentif à lui, et puis que cette histoire, il va se dire, mais pour quelle raison on me raconte cette histoire? Il était une fois. Et si vous le racontez à une petite fille, naturellement qu'elle va commencer par s'identifier à la petite fille. Elle a bien de la chance, son chaperon rouge, et peut-être que dans les jours qui vont suivre, cette histoire, elle va se trouver un chapeau qui va être une manière de s'identifier, et puis d'être coquette. Enfin bon, si elle est bien, cet enfant, petit chaperon rouge, est bien habillé, tout le monde fait attention à elle, elle a un beau chapeau, etc., etc. Elle aussi va commencer peut-être à faire attention, on va ranger sa chambre, on va me dire, etc. Ce que ça va induire, vous n'en savez rien, et c'est important qu'en tant que parent ou en tant qu'adulte, on ne le sache pas. C'est important qu'on ne le sache pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de réponse logique. Et de laisser de la place pour que l'enfant élabore. Oui, mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Oui, mais c'est ennuyeux. L'enfant va toujours passer au même endroit 5 fois, 10 fois. Si l'enfant va amener des galettes à grand-mère, ça veut dire qu'elle connaît déjà le chemin. Elle connaît le chemin par cœur. Qui n'a pas été dans les bois et puis prendre le chemin direct, mais en même temps, il y a un sentier qui serpente le long du ruisseau, où il y a des libellules, où il y a le long de la rivière, etc., etc. Donc, tout d'un coup, il y a des sollicitations et l'enfant entend qu'il y a aussi des dangers et il y a des choses sécurisantes, etc., etc. On va pouvoir se positionner sans qu'on soit forcément en train de lui faire la morale, comme quoi il y a des loups dans la ville, etc. Non, c'est de élaborer et d'avoir un point de vue à partir de sa propre expérience. Et le conte invite à penser sans que ce soit la peur du gendarme qui soit instillée. Et ça, c'est la richesse de quelque chose qui se passe, vous voyez, à plusieurs niveaux, la magie de ce qui se passe entre moi et Gilbert, Gilbert et moi, si je le regarde, puis la manière dont vous hochez la tête, etc., c'est, je peux vous parler, et puis j'oublie tout le monde, enfin les autres, je sais qu'ils sont là, mais, et c'est quelque chose de fondamental. La deuxième, c'est la nourriture, et de sentir que c'est vous, en tant qu'adulte, et que c'est l'enfant, que c'est séparé, et en même temps, les choses se tissent et peuvent se projeter vers le futur. Si on ne vous a pas raconté de contes quand vous étiez enfant, c'est mon cas, et que moi je veux raconter un conte, mais sur lequel je n'ai pas élaboré, enfant, puisque je ne l'ai pas reçu. J'ai vraiment le sentiment d'être un abo, d'être un handicapé, de raconter une histoire et de ne pas savoir ce qui va se passer pour l'enfant,
puisque moi-même je ne suis pas passé par là. Alors j'ai de la chance, tout à l'heure j'ai évoqué que j'étais médecin, que j'étais devenu médecin, puis psychothérapeute. Et seulement ces dernières années, j'ai assez de patience et assez de curiosité pour aller plonger ce que mes prédécesseurs ont pu analyser ou donner comme nourriture au niveau de l'analyse des contes de fées, de leur compréhension. Et parce que je les comprends, je peux vous en parler. Et éventuellement, je peux en raconter un à des enfants, ou deux, ou trois. Ou bien de faire une trame autour de ce que je racontais tout à l'heure, autour du chaperon rouge, et permettre à ce moment-là de suivre en même temps que je parle à l'enfant, ou que je vous parle, de voir par où vous passez en train de broder, aller, venir, être en élaboration. Si je ne passe pas par là, je suis un handicapé et je ne sais pas de quoi ça parle. Alors, peut-être que nous avons à inventer pour, entre nouveaux riches que nous sommes, enfin, d'abord, il n'y a pas que des nouveaux riches ici, il y a aussi des pauvres, mais il y a aussi des personnes qui ont sans doute reçu en héritage dans leur berceau des richesses qu'elles ne savent pas. On parle toujours en termes de richesse, en termes d'argent, etc. Mais les vraies richesses sont les codes sociaux, les apprentissages, les savoir-faire, les savoir-vivre ensemble, qui fait que l'on a le sentiment d'être heureux d'être soi et d'être en relation avec les autres. C'est là que sont